Un livre qui fait boom et qui explose façon Pulse. Le parti de Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, dans la meute, le titre du livre, écrit par deux journalistes, Libération et Le Monde. Qui nous parle d'emprise sectaire. Et on s'est rendu compte au fil de ces 2 années d'enquête que le mouvement de la France insoumise se confond avec son leader. Cette stratégie de la France insoumise, on s'excuse jamais. Oui. On recule jamais et on fait ce que vous appelez la torture romaine. Et on décrit, Olivier l'a dit, les insoumis comme des croyants. On raconte dans le livre des scènes qui ressemblent à des scènes de liesse, des scènes de prêche. Emmanuel Macron va s'exprimer dans quelques secondes maintenant devant la pyramide du Louvre, créée, voulue par François Mitterrand. Au bout d'un moment, ça leur monte à la tête. Et on a l'impression, en effet, qu'à force de se conditionner, ils se coupent un peu de la réalité, en fait. Monsieur Vanier, je connais parfaitement votre méthode qui commence à apparaître de manière absolue. D'ailleurs, cette méthode, elle est exactement décrite dans cet excellent livre. Vous ne cherchez pas la vérité, vous la déformez tout le temps. J'ai cru comprendre que les comportements de la direction de la France Insoumise se rapprochaient des comportements d'une secte. C'est une question de démocratie à l'intérieur de ce mouvement. Le président vient de décider de nier officiellement le résultat des élections législatives qu'il avait lui-même convoquées. Peut-être une question de démocratie tout court, non ? Parce que si jamais il est candidat à la présidentielle, c'est une question de démocratie. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Depuis 15 jours, la presse et les médias mainstream assurent la promotion d'un livre sur la France insoumise, écrit par une journaliste de Libération et un journaliste du Monde, et sobrement titré « La meute ». Selon le dictionnaire, le mot « meute » désigne d'abord une troupe de chiens courants spécialement dressés pour la chasse à courre. On peut donc formuler l'hypothèse qu'en lui donnant ce titre, les auteurs de ce livre, qui ont peut-être quelques progrès à faire aussi en matière d'antispécisme, ont voulu animaliser les insoumis en suggérant qu'ils sont des chiens afin de mieux les rabaisser. Ou alors on peut faire le choix de retenir plutôt l'autre définition que propose le même dictionnaire pour le mot « meute », qui désigne, selon cette seconde acception, une bande de personnes qui s'acharnent contre quelqu'un pour lui nuire ou pour le perdre, fermez les guillemets. Mais dans ce cas-là, cette définition s'applique d'abord aux journalistes qui, précisément, s'acharnent depuis 15 jours contre la gauche insoumise, en prenant prétexte du livre des deux journalistes de Libération et du Monde. C'est un livre qui fait boom et qui explose façon Pulse. Le parti de Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, dans la meute, le titre du livre, écrit par deux journalistes, Libération et Le Monde, qui ne sont pas suspectés d'être des journaux de droite. Il est question de culture du chef, d'humiliation, d'insultes, de purge et j'en passe. Car cet ouvrage est vendu par tous ceux qui en font des comptes rendus comme un document accablant pour la principale formation de la gauche française, systématiquement présenté comme un parti clanique ou sectaire. Et tous nous décrivent, utilisent des mots qui relèvent souvent du vocabulaire finalement parfois de la secte. Ils nous parlent d'emprise sectaire. Et on s'est rendu compte au fil de ces 2 années d'enquête que le mouvement de la France insoumise se confond avec son leader. Et bien sûr, nous pourrions tout à fait suivre la recommandation implicite que nous font les journalistes engagés qui participent à ce pilonnage et nous lancer dans un grand débat sur les erreurs et les manquements de la France insoumise. L'objectif de cette nouvelle campagne médiatique est bien évidemment de nous enfermer dans ce débat, qui présenterait l'avantage non négligeable de nous détourner de quelques autres sujets annexes, comme par exemple l'extrême droitisation accélérée du paysage politique français. Mais nous pouvons aussi faire le choix de ne pas nous plier à cette injonction et d'ouvrir d'autres discussions autour de la meute et de la promotion effrénée de ce livre par la totalité de la presse et des médias. Par exemple, il pourrait être particulièrement intéressant de se demander si la férocité dont les journalistes mainstream font preuve à l'égard de la France insoumise s'applique équitablement à toutes les formations politiques représentées à l'Assemblée nationale, ou si cet acharnement s'exerce au détriment exclusif de ce parti de gauche. Pour cela, il faut d'abord partir du constat que les responsables insoumis, lorsqu'ils sont invités à la radio ou à la télévision, sont à chaque fois confrontés à de véritables interrogatoires, comme s'ils comparaissaient devant un tribunal, et qu'ils sont à chaque fois sommés de répondre à des accusations infâmes, d'antisémitisme par exemple, et de justifier de nouveau des prises de position et des déclarations à propos desquelles ils se sont déjà expliqués un nombre incalculable de fois,
mais qui sont systématiquement ressortis et systématiquement présentés comme problématiques par leurs interrogateurs. C'est ainsi que Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, a encore une fois dû répondre le 4 mai dernier sur LCI, chaîne dite d'information en continu appartenant au groupe Bouygues, à cette question. Dans les formules de Jean-Luc Mélenchon, dimanche, il dénonce l'islamophobie, le racisme. Il manque un mot, antisémitisme. On a toujours l'impression qu'il a vraiment du mal. Non, mais là, en l'occurrence, vous me parlez d'un propos qui a été tenu à l'occasion d'un rassemblement, qui était un rassemblement après un acte islamophobe. Mais si vous m'aviez interrogé il y a quelques semaines, vous aurez dit qu'évidemment, l'antisémitisme fait aussi partie des racismes qu'il faut combattre de la même manière que les autres. Puis il faut ensuite se demander si les représentants des autres formations politiques se voient infliger le même traitement, ou s'ils bénéficient au contraire de beaucoup plus de complaisance et de prévenance de la part de leurs intervieweurs. Par exemple, quand des représentants du parti macroniste sont invités à la radio ou à la télévision, est-ce que les journalistes qui les reçoivent les soumettent à la question, comme ils le font systématiquement avec les insoumis ? Est-ce qu'ils les confrontent à des déclarations jugées problématiques en exigeant qu'ils se justifient ? Ou est-ce qu'ils font preuve au contraire d'une exquise délicatesse et s'abstiennent de leur poser la moindre question relative à leurs erreurs et à leurs manquements ? Un cas récent vient immédiatement à l'esprit, c'est celui d'Emmanuel Macron qui a été interviewé pendant plus de 3 heures le 13 mai dernier sur TF1, une chaîne qui appartient au groupe Bouygues, exactement comme LCI, où Manuel Bompard avait été un peu malmené quelques jours plus tôt. S'ils lui avaient appliqué les mêmes méthodes que celles qu'ils appliquent régulièrement aux représentants de la France Insoumise, les gens de TF1 auraient donc pu poser au chef de l'État une très longue série de questions un peu pointues. Par exemple, ils auraient pu lui demander s'il maintient son affirmation selon laquelle le maréchal Pétain, complice actif de l'extermination des Juifs par les nazis, était, en dépit de ce minuscule accroc dans sa biographie, un grand soldat, comme il l'avait déclaré en 2018. Et je ne fais aucun raccourci, mais je n'occulte aucune page de l'histoire. Et Maréchal Pétain a été, pendant la Première Guerre mondiale, aussi un grand soldat. Ou alors ils auraient pu lui demander s'il regrettait d'avoir repris à son compte en 2020, devant des députés de sa majorité, la distinction entre le pays légal et le pays réel, théorisée au siècle dernier par l'idéologue antisémite Charles Maurras. Ou alors, ils auraient pu lui demander ce qu'il pense des déclarations écrites du ministre macroniste Gérald Darmanin sur, je cite, « les difficultés touchant à la présence de dizaines de milliers de juifs en France à l'époque napoléonienne ». Ils auraient aussi pu lui demander comment il se fait que 7 ans après qu'il a été élu à la présidence de la République, en promettant de faire barrage aux idées du Rassemblement national, ce parti cofondé il y a 53 ans par un ancien Waffen-SS réalise aujourd'hui les meilleures performances électorales de son histoire. Et bien sûr, ils auraient pu le questionner un peu longuement sur sa conception de la démocratie, en lui demandant par exemple pourquoi il a littéralement volé le résultat du second tour des dernières élections législatives remportées par la gauche. Le sujet, c'est que le président vient de décider de nier officiellement le résultat des élections législatives qu'il avait lui-même convoquées. Et pourquoi ? Au lieu de respecter la volonté des électeurs qui demandaient donc la nomination d'un gouvernement de gauche, il a préféré nommer un Premier ministre qui a immédiatement confié le ministère de l'Intérieur à Bruno Retailleau, dont nous verrons tout à l'heure qu'il se situe lui aussi très loin à la droite de la droite. Mais très curieusement, aucune de ces questions n'a été posée à Emmanuel Macron. Et bien sûr, cette surprenante sélectivité, qui épargne systématiquement les droites pour mieux accabler la gauche insoumise, ne se limite pas aux médias audiovisuels et se retrouve à l'identique dans la presse écrite. Le journal Le Monde et le quotidien Libération ont ainsi consacré plusieurs articles impitoyables au livre sur la France insoumise écrit par leurs journalistes. Mais ces deux journaux font preuve de beaucoup plus de mansuétude lorsqu'il s'agit par exemple d'évoquer le cas de Bruno Retailleau, qui a donc été élu le week-end dernier à la tête de son parti prétendument républicain et qui cumule désormais ce mandat avec sa fonction de ministre de l'Intérieur. Il suffit pourtant de se baisser pour ramasser les innombrables déclarations problématiques ou franchement haineuses de ce personnage, par exemple sur l'état de droit qui n'est selon lui ni intangible ni sacré, ou sur l'immigration qui n'est, je cite toujours, pas une chance pour la France. Une très grande majorité de Français souhaitent qu'on ait plus de sécurité et moins d'immigration. Comme des millions de Français, je pense que l'immigration n'est pas une chance. Le député Éric Ciotti, qui s'y connaît un peu puisqu'il s'est lui-même rallié au Rassemblement national, ne s'y est d'ailleurs pas trompé et a très justement constaté que Retailleau tient, je cite toujours, les mêmes discours que l'extrême droite.
Mais dans le long article qu'il a consacré à son élection à la tête de son parti, Le Monde, qui présente régulièrement la France insoumise comme un parti d'extrême gauche, sans jamais expliquer en quoi il serait extrémiste, évite soigneusement les mots qui fâchent et présente très gentiment le ministre de l'Intérieur comme un simple conservateur. Et Libération a pour sa part entériné le récit selon lequel Retailleau appartiendrait à la droite républicaine, en expliquant qu'il était tout de même possible qu'il se radicalise, comme si ce n'était pas déjà le cas. En somme, la presse et les médias qui, pour parler comme eux, chassent en meute le moindre fait ou propos susceptible d'être retenu contre la gauche insoumise, se montrent infiniment plus souples et complaisants avec les droites radicalisées, comme s'ils ne savaient pas que ce double standard contribue très activement à l'extrême droitisation générale. Merci d'avoir suivi cette chronique. À dans 15 jours. Et on décrit, Olivier l'a dit, les insoumis comme des croyants. On raconte dans le livre des scènes qui ressemblent à des scènes de liesse, des scènes de prêche, dans lesquelles il harangue les militants, et ça crée une exaltation, et y compris certains déçus le reconnaissent. Il y a une ancienne collaboratrice de Mélenchon à l'Assemblée qui dit au bout d'un moment ça leur monte à la tête. Et on a l'impression, en effet, que à force de se conditionner, il se coupe un peu de la réalité en fait.